Bonjour, on va avoir un temps d'échange en petit comité, un temps de présentation en petit comité. Merci d'être présent. Alors, je vais sortir mes petites anti-sèches. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir, mais vous le savez déjà, le contrôleur général Jean-Yves Lagalle, qui est donc le chef d'état-major de la sécurité civile depuis juin 2021. Ancien directeur du SDIS de la Seine-Maritime, le SDIS 76, donc il a été en fonction entre mars 2017 et juin 2021, et il fut, et c'est le propos de cette intervention, le commandant des opérations de secours sur l'intervention de Lubrizol, qui débuta le 26 septembre 2019. Au-delà de ça, le contrôleur général Jean-Yves Lagalle est officier de sapeur-pompier professionnel depuis 33 ans, plutôt 34, et il a effectué 9 années en qualité de directeur de SDIS, donc outre celui de la Seine-Maritime dont je vous ai parlé, il fut entre 2012 et 2017 directeur du SDIS du Puy-de-Dôme. Contrôleur général, je vous donne la parole. Bien. Merci à vous toutes et tous d'être là. Je ne vais pas dire en nombre, mais au moins s'il n'y a pas la quantité, il y aura la qualité et j'aurai plaisir à échanger avec vous. Je vous remercie pour votre invitation. On vous m'avait demandé d'échanger et de partager avec vous mon expérience de Lubrizol, donc je vais vous en dire quelques mots. Dans une carrière où je suis tout un chacun, il y a des dates qui marquent. Vous dites à des gens 1515, certains vous répondront Marignan. Moi, vous me dites 26 septembre 2019, tout de suite, je vais vous répondre Lubrizol. Et cette date-là, elle m'aura marqué durablement. Parce que j'étais loin d'imaginer ce 26 septembre à 3 h du matin, quand on m'a appelé, que finalement, j'allais vivre 2 ans d'un dur labeur avec mes équipes et que j'allais rentrer dans une lessiveuse dont je ne sortirais qu'au bout de 2 ans, finalement, et qui allait m'emmener de Rouen jusque devant les commissions d'enquête sénatoriales, parlementaire, l'Assemblée nationale. C'est quelque chose pour lequel on est, en tant qu'officier de sapeur-pompier, on n'est pas forcément préparé. On est là pour lutter contre les incendies, sauver des vies, mais les s'expliquer sous les ordres de la République, c'est pas une chose qu'on apprend à l'école des officiers de sapeurs-pompiers. Alors juste en aparté pour dire la crise, vous savez, on dit toujours on veut gérer la crise. La gérer d'ailleurs moi au quotidien dans mes fonctions de chef d'état-major, je parle de gestion de crise, mais en fait la réalité elle n'est pas là. Moi, la crise, je ne veux pas la gérer, je veux l'éviter. Et comment on peut éviter une crise, c'est compliqué. L'éviter, c'est la planification, c'est de la formation, c'est la préparation. Mais en fait, vous vous rendrez compte que la crise, elle naît toujours d'un événement. Et la crise, elle naît de par le jeu des différents acteurs qui interviennent. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Parce que finalement, quand vous regardez bien, l'incendie Lubrizol, c'est un incendie certes important, technique, que les pompiers savent éteindre. Vous mettez Lubrizol en plein milieu du désert, il n'y a pas de crise. Par contre, la Lubrizol, c'était en plein milieu d'une agglomération, et là, il y a crise. Et pourquoi il y a eu crise? Je pourrais vous en dire un mot tout à l'heure. Donc, les faits, Lubrizol, c'est un incendie qui est survenu à 3 h du matin, dans une usine sinistrement connue, puisqu'elle avait défrayé la chronique en 2013. Il y avait déjà eu des fuites de gaz qui avaient répercuté une odeur sur toute l'agglomération et bien au-delà. Donc, elle était connue de la population. Et quand à Rouen, vous parlez de Lubrizol, quand ça pue, pardonnez-moi, tout le monde dit c'est Lubrizol, donc elle est connue. Et le contexte aussi de cet incendie n'était pas favorable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le département du Premier ministre, c'était Édouard Philippe. Ça donne une coloration particulière à cette intervention. C'est une intervention qui s'est déroulée à quelques semaines des élections municipales. Ça a pesé énormément sur la conduite de l'intervention vis-à-vis des élus. Et puis c'est une intervention, je veux le dire, qui s'est déroulée aussi quelques jours avant une grande manifestation de sapeurs-pompiers à Paris, qui venaient manifester pour défendre la retraite sur fond de métiers à risque. Donc tout ça, ça a pesé sur cette intervention. Vous voyez, une crise, c'est à la fois multifactoriel, il y a des éléments de contexte, et c'est aussi multidimensionnel, puisque l'incendie du Lubrizol a une répercussion certes opérationnelle, mais il y avait une dimension à la fois juridique, économique, environnementale, politique. Et il a fallu gérer tous ces éléments-là. Donc à 3 h du matin, quand j'ai été appelé, une première question m'est tout de suite venue à l'esprit, parce que je connais bien l'usine de Lubrizol. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fous là? Vous voyez? Bon, ça a duré un bref instant. Je me suis ressaisi et c'est un établissement répertorié, donc on a envoyé tout de suite les détachements nécessaires, qui a fait une première investigation pour nous renseigner sur ce qui se passait réellement. Et la réalité, c'était que sur place, vous aviez un entrepôt qui faisait moins d'1 hectare,
qui contenaient des produits, des liquides, soi-disant non inflammables, parce qu'ils avaient un point d'éclair suffisamment important pour que la réglementation les considère comme produits non inflammables. Ça a quelle conséquence? Un produit non inflammable, c'est quand c'est stocké comme ça en vrac sur le sol, il n'y a pas de rétention. C'est-à-dire que si le produit s'écoule, il s'écoule au sol. Qu'est-ce qui s'est passé à Lubrizol en pleine nuit? Il y a eu un feu à la périphérie de ce bâtiment. Le bâtiment est monté en température. Le réseau d'incendie fixe, sprinkler, extinction automatique, s'est déclenché alors que le feu n'était pas encore à l'intérieur du bâtiment. Mais quand le feu a gagné l'intérieur du bâtiment, le réseau s'est vidé. Donc les fûts qui contenaient ce produit dit non inflammable, les fûts en plastique ont fondu, et avec la température, comme la température a dépassé largement le point d'inflammation, les produits inflammables se sont enflammés, et comme vous aviez l'eau des sprinklers au sol, vous avez ce liquide inflammable qui a surnagé l'eau, vous êtes retrouvé face à une vague non contenue. C'est pour ça que le feu s'est répandu dans toute l'entreprise, avec une problématique, une flaque non contenue, à la fois avec des propagations vers l'extérieur, et des propagations vers l'intérieur, puisque là, on était sur un hangar de stockage à la périphérie et qu'à l'intérieur, nous avions une unité de production qu'il fallait absolument protéger. Mais à ce moment-là, nous n'avions plus d'eau à l'intérieur de l'entreprise, puisque tout s'était vidé. Donc on a une vraie difficulté opérationnelle de ce point de vue-là. Alors vous imaginez, on a fait venir des renforts de partout, mais c'était une opération, malgré les difficultés, compliquée, pas complexe, une intervention de sapeurs-pompiers. J'ai la chance d'avoir la Seine à proximité et des équipes parfaitement aguerries aux risques industriels. Donc de ce point de vue-là, Lubrizol, l'incendie en tant que tel, ce n'était pas une crise, c'était une intervention importante. Comment la crise est venue, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Sur l'organisation des secours, plus un incendie, plus un sinistre est complexe, et ça vaut pour tout, plus l'organisation, à mon sens, et là ça n'engage que moi, doit être simple. Vous savez qu'au-dessus du directeur du commandant des opérations de secours, il y a un préfet, c'est lui qui coordonne l'activité de l'ensemble des services. Et pour le préfet, il faut présenter les choses complexes simplement. Et les choses simples pour que tous les services l'abordent de la meilleure façon qui soit. Il faut que tout le monde comprenne l'organisation qu'on met en place. Il ne s'agit pas, nous, les pompiers, de s'organiser, puis que le SAMU découvre comment on l'est, ou les gendarmes. Et donc l'organisation, elle s'est faite comment? Un sinistre, c'est toujours la même chose. Source, flux, cible, c'est toujours le même triptyque. L'incendie, la source, les flux d'abord aériens, c'est-à-dire les fumées, et les cibles, les populations et l'environnement. Quand vous regardez bien au quotidien un feu d'immeuble, le poste de commandement des pompiers, il gère source, flux, cible au même endroit, au pied d'immeuble, dans son poste de commandement. Lubrizol, ça n'était pas possible. Pourquoi? Parce que les fumées de l'incendie, elles partaient à 22 km, plus de 22 km. Donc vous imaginez la situation où le premier commandant des opérations de secours, il doit éteindre le feu, et là les fumées qui partent à 22 km. Il n'a pas le temps de tout faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va gérer l'incendie, et les fumées, on va les gérer à part. C'est-à-dire qu'on avait deux secteurs pour le préfet. Monsieur le préfet, j'ai une équipe importante. Il y a plus de 200 pompiers, jusqu'à 900 sur la semaine, pour gérer l'incendie. Et des équipes complètement dédiées à l'analyse du nuage. Et les informations chimiques, les relevés qui venaient du nuage, remontaient directement à la préfecture. L'autre organisation possible, c'était de dire au PC, tu fais tout et tu remontes toutes les informations. La difficulté pour lui, ça aurait été de tout faire. Donc on a serré les problématiques. Une problématique, ce que j'appelle le terme source, il fallait éteindre le feu. Et la seconde, il fallait gérer les fumées et les conséquences des fumées sur la population et sur l'environnement. Donc on a présenté ça au préfet, c'était assez simple. Un préfet, deux secteurs, secteur incendie, secteur détection. Et quand on présente ça dans un centre opérationnel département, on a tous les services, tout le monde comprend assez vite ce dont on parle. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment si vous avez des questions. Voilà pour comment l'organisation, j'allais dire, opérationnelle. Plus c'est compliqué, plus il faut chercher à avoir des organisations simples. Et en France, aujourd'hui, on est les champions de la complexité. On monte parfois des usines à gaz. Et moi, je lutte en tant que chef d'état-major aujourd'hui contre ça. Pourquoi? Parce qu'on fait que ce qu'on fait bien. En plus, il faut imaginer, vous avez la notion de stress qui intervient. Vous ne pouvez pas tout vous rappeler. Simple. Un chef, deux secteurs. Et vous verrez, on en a ouvert un troisième à un moment donné pour lutter contre la pollution aquatique, puisque à force de déverser des tonnes d'eau, il y avait la Seine à proximité, on a eu à gérer un début de pollution aquatique. 3 secteurs, pas plus. Si j'avais eu des victimes, j'en aurais ouvert un quatrième, mais il n'y a pas eu de victimes sur Lubrizol.
On ne nous a pas cru pendant longtemps. Même Paris m'appelait sans arrêt pour me dire « Donnez-moi votre nombre de victimes ». Et je répondais « Il n'y a pas de victimes ». Donc il me rappelait un quart d'heure après pour me dire « Mais vous ne m'avez toujours pas donné votre nombre de victimes ». Et je répondais la même chose inlassablement « Il n'y a pas de victimes ». Voilà pour la partie opérationnelle. Maintenant, la crise, parce que c'est de ça dont on parle, elle est arrivée comment? Elle est arrivée par les acteurs en présence. Quels étaient ces acteurs? Dans l'ordre, les intervenants, les pompiers, les policiers, les élus, parties prenantes, les associations, les médias, les gestionnaires de crise, ceux que j'appelle les gestionnaires de crise de l'après. Ceux, vous savez, qui vous disent comme vous auriez dû faire 3 jours après depuis les plateaux de télé, qui trouvent plus facilement, puis moi je porte un peu ce ton polémique, mais je l'ai vécu, ceux qui trouvent plus facilement la porte des plateaux de télé, qui ont soif d'exposition médiatique, plutôt que celle des postes de commandement pour venir nous aider. Tout cet ensemble-là participe de la crise. S'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de crise. Je vais les reprendre tous un par un avec le rôle qu'ils ont joué pendant cela. Les sapeurs-pompiers. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'incendie de Lubrizol, il est intervenu quelques semaines avant une grande manifestation de sapeurs-pompiers à Paris. C'était une vitrine évidente pour les organisations syndicales, légitimes d'ailleurs, qui se battent depuis des années pour augmenter le niveau de sécurité. Lubrizol a été une vitrine évidente. Et ils en ont joué à fond. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones portables sur nous. Les premiers à renseigner les médias, à faire des images, ce sont les secours eux-mêmes, des lanceurs d'alerte. Des fois, ces lanceurs d'alerte informent plus vite les médias que votre propre poste de commandement. Je l'ai vécu et ça, il faut savoir le gérer. Surtout que les médias sont friands de ça. Ils connaissent, c'était mon cas dans mes casernes, les pompiers qui parlent assez facilement, etc. Ils en ont joué à plein. Je ne veux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Les policiers, même combat. Quand vous dites aux forces de l'ordre qui tenaient les ronds-points sur le périmètre de sécurité, pas de souci, vous pouvez rester là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de protection particulière à avoir. Et que ces gens-là voient passer les nuages à 400 mètres au-dessus de leur tête, malgré ce qu'on a pu leur dire, avec parfois une certaine pression syndicale aussi, et je ne porte pas de jugement, ils se sont dit, oh là, on est en train de nous enfumer, passez-moi l'expression, et donc aller chercher à droite ou gauche des équipements de protection individuels parfaitement inadaptés. Mais se sentir en sécurité, fausse sécurité. Alors qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Vous aviez sur les ronds-points, alors que nous, au niveau de la préfecture, on pensait que les policiers étaient en tenue courante, vous aviez des policiers affublés de tenues NRBC, et les chauffeurs de bus et chauffeurs de taxi à qui on avait dit « mais vous pouvez continuer à circuler parce qu'il n'y a pas de problème, il faut fluidifier la circulation », qui passaient sur les ronds-points voyant les policiers affublés de cette manière, se disaient « mais on nous raconte n'importe quoi, on nous ment, retour au dépôt, droit de retrait ». Imaginez, c'est quand même fabuleux, dans la plupart de nos plans d'urgence, on compte sur les chauffeurs de bus et les taxis pour évacuer les populations. On ne prend pas en compte cette dimension humaine, sociétale et les réactions des gens. Vous savez, sur le plan papier, on dit tout le monde va réagir comme un seul homme, je vais leur dire d'évacuer au point A ou au point B. Mais ça, c'est la théorie. C'est la théorie. En pratique, il faut tenir compte de ce facteur humain et que vous maîtrisez absolument pas. Autre acteur, les élus, les maires, rappelez-vous, cet incendie est intervenu quelques semaines avant les élections municipales. Il y a une commune qui n'était absolument pas impactée par le nuage. Le maire ou la maire, peu importe, a surjoué l'événement parce que réseaux sociaux, parce que campagne, pour dire moi j'en fais des tonnes. Donc je prends des mesures de fermeture de classe, je prends des fermetures des dispositions pour fermer les routes, pour distribuer de l'eau potable. Il n'y avait aucun risque. Et le maire d'à côté, qui lui avait écouté les consignes du préfet, se faire, pardonnez-moi l'expression, désosser sur les réseaux sociaux, parce que sa copine ou son copain sur la commune voisine, lui en avait fait des caisses. Et de proche en proche, c'est monté, pardonnez-moi, comme ça en cacahuète, parce que les élus se montaient les uns les autres
à qui ferait le plus, à qui ferait le mieux. Et ça nous a mis en grande difficulté. C'est ça la crise, elle vient de là, du jeu des différents acteurs. Je vous passe les associations. Pareil, vitrines qui nous sont tombées sur le rable, pas le jour même, mais dès le lendemain. Et vos émulseurs pour éteindre le feu, est-ce que ce n'est pas vous les pompiers qui, par votre action, allez encore plus polluer la Seine? Je dis, mais mon Dieu, on est en train d'éteindre un feu, là, qu'est-ce qu'il me raconte? On va essayer de faire quelque chose, et on nous reproche d'utiliser des émulseurs qui vont polluer. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Les experts de plateau dont je vous parlais tout à l'heure, invraisemblable. Le feu n'était pas encore éteint, j'avais des pompiers qui risquaient encore leur vie, que j'entendais des gens depuis Paris qui m'expliquaient comment on devait faire sur le terrain. Mais vous avez envie à ce moment-là de prendre votre télé puis de l'acheter par la fenêtre. Comme je suis quelqu'un de poli et raisonnable, je ne l'ai pas fait, surtout que j'étais à la préfecture. J'ai une question, peut-être pour complémentaire. Les événements, donc ça démarre le 26 septembre. Oui. Et vous venez de le dire, enfin, en tout cas, vous l'avez suggéré, peut-être pour préciser. La crise, pour vous, elle s'installe le 26 septembre à 8h, le 27 septembre. C'est très rapide, visiblement. Alors, le 26 d'entrée, pour une simple et bonne raison, j'y reviendrai après, sur les aspects communication. Grâce ou à cause des réseaux sociaux. Avant, vous savez, quand j'étais jeune, on m'a appris à gérer la crise. Qui maîtrise la crise, c'est celui qui maîtrise l'information. C'est de la littérature, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé sur le feu, que les témoins, les voisins, ceux qui entendent l'explosion, ont déjà fait des images, et ça parle déjà sur les réseaux sociaux. Et je reviens à ce que je vous disais, Lubrizol est une usine sinistrement connue, puisqu'il y avait déjà eu des incidents majeurs dans cette usine Céveso 2. Donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez lire, allez, encore Lubrizol, c'est parti, et hop. Et donc vous arrivez, vous, derrière, avec un train de retard sur les réseaux sociaux. Et donc quand on parle de gérer la crise, c'est là où je dis, des fois je mets un peu un bémol. Une fois, la crise, c'est, moi je ne cherche pas à la gérer, je cherche à l'éviter. Parce que je sais qu'une fois qu'on est dedans, c'est pas une gestion pour moi. Même si on emploie ce terme-là au quotidien, moi le premier, c'est une lutte, c'est un combat. On ne dit pas d'un marin dans la tempête qui va gérer la tempête. Soit il l'évite, parce qu'il a bien lu ses cartes météo, soit une fois qu'il est dedans, il lutte pour s'en sortir du mieux qu'il peut. C'est ça la crise. À mon niveau, à mon sens, tel que moi je le vois aujourd'hui. C'est un combat. Il faut lutter âprement contre les réseaux sociaux. Alors quand vous arrivez avec, dans un système institutionnel, une communication dite institutionnelle qui ne prend pas en compte tous ces nouveaux modes de communication, ben vous êtes à la ramasse. Et j'expliquerai un peu après pourquoi il y avait un décalage entre ce que nous disions en com et les attentes des gens via les réseaux sociaux. D'ailleurs, regardez bien les journalistes, je ne sais pas si on est dans la salle aujourd'hui, mais je le dis avec beaucoup de respect pour eux, mais la vérité, elle est là, c'est que les journalistes se nourrissent par les réseaux sociaux. Et quand vous êtes interviewé, on ne vous demande plus d'expliquer ce que vous faites, on vous demande de vous justifier par rapport aux polémiques qui sont sur les réseaux sociaux. Ça a été mon cas pendant 2 ans, jusqu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où pendant les enquêtes, les élus m'ont demandé de me justifier par rapport aux polémiques des réseaux sociaux. Pour l'officier que je suis, c'était un drame inacceptable. Je ne pouvais pas... J'essayais à chaque fois de revenir sur le factuel, ce qu'on a fait, mais non, vous n'aviez pas assez de masques, vous n'aviez pas assez d'eux, vous n'aviez pas... C'est ça qui est compliqué. Je ne sais pas si je suis clair. Donc je suis toujours sur ce fameux rôle des différents acteurs. Donc vous imbriquez tout ça et vous voyez la mayonnaise que ça peut... que ça peut donner. Puis il faut savoir qu'au niveau d'un centre opérationnel, les approches sont à la fois individuelles et collectives. Il faut résoudre un problème, mais il y en a qui résonnent aussi souvent, et ce n'est pas injure que de le dire, par rapport aux risques juridiques qu'ils encourent si d'aventure les décisions prises sont mauvaises. Donc vous avez ceux qui sont nés dans le guidon, il faut éteindre le feu, puis d'autres qui arrivent derrière, oh, on me demande ça, il faut que j'appelle mon chef qui est à Paris, qui va prendre une décision, mais il faut que j'attende la validation, et ça peut parfois amener du retard dans les informations nécessaires. Quand le préfet il a demandé à avoir une simulation informatique du panache du nuage, nous on l'avait fait de façon manuelle, les pompiers avec nos équipes sur le terrain, les relevés d'hélicoptères, etc. La simulation est arrivée à 19h le soir, le feu est éteint à 15h. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y avait des circuits de validation, je ne peux pas, etc. C'est extrêmement compliqué. Et puis, le décalage dont je parlais en termes de communication,
il est venu aussi de nous, les pompiers, malgré nous, parce que des fois on parle, on se plaint des polémiques, mais à certaines occasions, on les génère nous-mêmes sans le vouloir. Je m'explique. Quand le journaliste me dit, à un moment donné, qu'est-ce que vous mesurez, vous les pompiers, avec vos appareils? Je lui dis, on mesure, nous, le risque létal ou le risque d'effet irréversible. Ah bon? Mais alors vous ne mesurez pas ce qui peut se passer dans 15 ans? Non. Alors comment vous pouvez dire s'il y a risque ou pas risque? Et là, vous vous trouvez démunis. C'est là où vous avez vu ce fameux débat dans la presse sur le risque de toxicité aiguë que nous, les pompiers, on mesure, et le risque de toxicité chronique, c'est-à-dire le risque de développer un cancer, 15 ans, parce qu'on a inhalé un peu de toutes ces fumées-là. Et en fait, les questions qu'on nous pose immédiatement sont des questions qu'on se posait avant, en différé, ce qu'on appelait la post-crise. Mais là où ça a surpris tout le monde, c'est qu'on ne peut plus parler de crise et de post-crise. Il y a une seule et même crise, et les acteurs de la post-crise qui venaient après, aujourd'hui, on les mobilise tout de suite. Or, ils n'ont pas forcément l'habitude de ça. Avant, il y avait que les pompiers en première ligne, les gendarmes, les policiers, et puis tous les services sanitaires, etc., venaient le temps d'après, quand les pompiers ils avaient tout éteint, c'était fini. Non, c'est plus comme ça que ça marche. C'est tout le monde sur le pont, tout de suite. Et ça a été un effet de surprise pour tout le monde. Et quand vous regardez bien, comme moi j'expliquais aux journalistes, oui, on mesure les risques d'effets irréversibles, il n'y a pas de victimes. Donc je me dis à un moment donné, je suis en train d'expliquer à des personnes qui m'écoutent que finalement ils ne sont pas morts. Si vous analysez bien les choses, ils vont me dire, je le sais que je ne suis pas mort puisque je vous parle, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Dites-moi si dans 15 ans, je vais développer un cancer. C'était ça le Lubrizol. Or, on était parfaitement incapable de répondre à ce type de questions. Et l'intérêt des questions des journalistes pour les populations, portez là. Les effets cocktails dans les fumées, les analyses, impossible. Il y a une avocate célèbre qui a été dire à la télé que c'était inadmissible, que les analyses auraient dû arriver le jour même, la veille. Vous imaginez, à 2h du matin, 3h du matin, sur un incendie comme ça, avec des explosions de partout, on ne fait pas de la chimie fine. On a beau avoir des laboratoires ambulants, entre guillemets, pour faire des mesures, on ne fait pas des analyses aussi fines que pourraient le faire les laboratoires, qui sont d'ailleurs incapables quasiment aujourd'hui de mesurer, d'analyser les effets cocktails des fumées. Parce qu'on sait tous les produits qui sont dans les fûts, mais une fois que les fûts brûlent, qu'est-ce que ça donne dans les fumées? Ça, on n'en sait fichtre rien. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait les sapeurs-pompiers? Je vais revenir là-dessus, parce qu'à un moment donné, comment on a fait pour parler de protection des populations? Parce qu'à un moment donné, la question, elle est forcément venue du préfet. J'étais colonel à l'époque, quand le préfet m'a dit « Mais colonel, qu'est-ce qu'on fait? On évacue la population ?» Il y avait plus de 150 000 personnes. Vous imaginez le travail? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça a été la deuxième fois de la soirée où je me suis posé cette fameuse question. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fous là? Donc très vite, je me ressaisis, mais avec tous les éléments qu'on avait agrégés, on a fait cette proposition au préfet, parce que je rappelle, c'est bien le préfet qui décide. Et comment on prend une décision alors qu'on n'a pas tous les éléments, parce que c'est extrêmement compliqué? On m'a souvent posé cette question, comment vous faites au préfet pour dire, moi je vous conseille de ne pas évacuer, de confiner les gens, de laisser les circulations? Tout simplement, on se réfère aux données du plan particulier d'intervention, les études de danger. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous disaient que sur ce scénario-là, c'est-à-dire le feu du bâtiment en question, la toxicité des fumées était à 100 mètres de hauteur jusqu'à 1200 mètres. D'ailleurs, si j'avais suivi le plan à 1200 mètres, au-delà de 1200 mètres, il n'y avait rien à faire. Or, on a mis à l'abri les gens jusqu'à 22 km quand même. Mais il y avait que ça. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, je vous l'ai dit tout à l'heure, mes deux secteurs, le secteur qui mesurait la toxicité des fumées avec les équipes CMIC et l'hélicoptère pour faire des relevés, m'indiquait que sur le risque habituel qu'on connaît des fumées, il n'y avait rien, zéro. Deuxième élément, le troisième, c'est au niveau du COD, le contact avec les gens du SAMU. Est-ce que vous avez de nombreux appels, de multiples appels au centre 15? Est-ce que vous avez un afflux de malades? Est-ce que vous avez des gens qui font des malaises dans les rues? La réponse était non. Donc tout ça, un faisceau qui m'a permis de dire, on ne se trompe pas, il faut laisser les gens à l'abri chez eux, maintenir la circulation parce que le nuage est à 400 mètres. La cloche de la cathédrale de Rouen est à 121 mètres. Il n'y a personne à Rouen qui habite au-dessus de la cathédrale. C'est des éléments comme ça, oui, pratico-pratiques.
Et pourquoi il fallait fluidifier absolument le trafic? Parce que j'avais des secours qui arrivaient de tous les autres départements. Pour ceux qui connaissent Rouen, il y a la Seine et les ponts, et c'est une ville qui s'embolise très vite. On était à 3 heures du matin, le temps court très vite, et à 6-7 heures, les gens reprennent le travail. Mais les gens qui reprennent le travail, c'est pour la plupart des gens qui habitent à l'extérieur de Rouen et qui arrivent. Donc ça rejoint la problématique des fameuses sirènes. Pourquoi le préfet n'a pas sonné la sirène d'alerte en pleine nuit? Parce que quand vous sonnez vous lancez une sirène en pleine nuit, ça veut dire aux gens, restez chez vous. On est parti du principe que comme ils dormaient la plupart, on n'allait pas les réveiller pour leur dire de se rendormir. Voilà, c'est aussi basique que ça. Et pourquoi on ne l'a pas sonné tout de suite aussi et qu'on a laissé les flux de circulation en ville, c'était justement pour fluidifier le trafic. Il n'était pas question qu'à l'aube, à la levée du jour, on ait une ville saturée de voitures avec des gens en statique sous les fumées. Pourquoi? Parce que c'est justement là où on craint le risque chronique, qu'on a au quotidien d'ailleurs. Si vous restez derrière un pot d'échappement pendant 3 heures, vous intoxiquez plus vite que si vous passez en courant. C'est le même principe. C'est pour ça que je ne voulais pas emboliser la ville de Rouen, à la fois pour permettre l'arrivée des renforts qui ne se trouvent pas bloqués à la périphérie, mais surtout aussi pour éviter que les gens se retrouvent bloqués dans les circulations. Voilà, par rapport à ce fameux risque chronique. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Et puis, quand je disais tout à l'heure, on a géré nous-mêmes les polémiques, des fois on fait les choses en pensant bien faire et on ne fait pas bien. À Rouen, vous avez un réseau de mesures atmosphériques. Ça s'appelle le réseau Atmo. Ils ont des capteurs et au quotidien, par le site web, vous pouvez consulter et voir comment est l'atmosphère sur Rouen, elle est bonne, de bonne qualité, pas bonne. Véridique, le jour de l'incendie de Lubrizol, tous les témoins étaient au vert. Ça sentait fort, parce que Lubrizol, l'incendie, on sentait les odeurs de mer captant, mais les témoins de Air Normand, de Atmo, étaient au vert. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oh là là, si je laisse les témoins au vert comme ça, on ne va pas me croire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le site. Ils ont préféré couper le site plutôt que de laisser les mesures montrer qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Par les réseaux sociaux, ils ont coupé le site, on nous cache tout, on nous dit rien, on nous ment. Et finalement, vous apercevez que vous alimentez aussi de cette façon la polémique. Et puis, une erreur peut-être qu'on a commise quand Monsieur le Préfet a pris en main la communication, c'est qu'il a fait le choix de communiquer en premier lui-même. Donc, il a été questionné sur des aspects un peu techniques, notamment sur la toxicité des fumées. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en sa qualité de préfet, il a un peu atténué les choses en disant que, bon an, mal an, les fumées, c'était pas si terrible que ça. Et au sortir de la salle, les journalistes me tombent sur le poil et me disent « Mais, mon colonel, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient dire le préfet ?» C'est là où, pour la 3e fois, je me suis dit « Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fous là ?» Parce que là, vous trouvez vraiment en difficulté, en porte-à-faux. Un dilemme, tempête sous le crâne, comme disait Victor Hugo. Soit je dis le contraire de mon préfet, et c'est compliqué pour la suite, soit je dis la même chose que lui, et je passe pour un rigolo, parce que je suis comme un officier de sapeur-pompier, j'ai la prétention de connaître mon métier, et je sais pertinemment, comme vous tous, que toutes les fumées sont toxiques, y compris celles de votre barbecue. Si vous restez des heures sur votre barbecue, vous allez vous intoxiquer. Les fumeurs le savent bien. Et je me trouve à dire, finalement, si, toutes les fumées, par définition, sont toxiques. Et donc le journaliste, le lendemain dans la presse, le colonel des pompiers, met à mal la communication du préfet. C'est moyen quand même en termes de com. Mais vous voyez, souvent on se plaint des autres. C'est pour ça que je nous mets aussi dans les acteurs de la crise. La crise, il y a toujours un événement générateur. S'il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de crise. Elle vient des jeux d'acteurs. Et dans ces acteurs-là, il y a les propres services intervenants. Et la façon dont vous communiquez peut parfois alimenter la crise à notre corps défendant. Là, je vous ai donné 2 exemples. Je ne sais pas si je suis voilà. Et ça, moi, j'ai découvert ça. Les réseaux sociaux, il faut quasiment mettre en place un système de communication pour lutter contre les réseaux sociaux, la désinformation. Moi, à un moment donné, je me retrouve à rentrer en conférence de presse
à la demande du préfet. Une journaliste de FR3 qui était là me dit, vous êtes au courant, il y a une école maternelle, il y a 23 enfants qui sont au sol, ils ont fait des malaises. 4e fois. Pourquoi moi et tout. Après vérification, c'était une fake news. On a eu des images d'oiseaux morts. Il a fallu que le préfet affrète un petit bateau sur la Seine pour emmener les journalistes, pour leur montrer qu'il n'y avait pas de pollution sur la Seine. Ils ne nous croyaient pas. Il y a eu des photos d'oiseaux morts pris de partout. On n'a pas eu d'oiseaux morts non plus. À un moment donné, sur le réseau, est paru aussi un faux arrêté du préfet, avec les en-têtes signalant effectivement des problèmes. Ça a été ça tout le long. Donc, le feu a démarré, c'était le 26, 3 heures du matin, éteint à 15 heures. À 15 heures, mes collègues et moi-même, on était heureux sur un petit nuage. Pas une victime, pas une destruction, rien. L'euphorie a été de brève durée. Puisque mon téléphone a sonné, mon président de conseil d'administration me dit « Colonel, du côté des élus, ça va tanguer fort ». Alors je suis un ancien marin, tanguer, ça me parle. Je dis tanguer, on va voir. Mais quand il a dit tanguer, ça a vraiment tangué. Imaginez-vous que quelques jours après, le préfet s'est trouvé un sacré bonhomme, parce que comme on dit chez nous, stable au feu. Par rapport à un événement comme ça, il faut voir ce qu'il a ramassé. Il a été imperturbable, du moins en apparence. Moi, je sais qu'il en a souffert. Mais quelques jours après, on s'est retrouvé convoqué. Enfin, lui, il nous a invités à le suivre devant l'assemblée plénière des maires de la métropole à Rouen, dans un immense hangar sur les bords de Seine. On est rentré sous protection policière. Il y avait les gilets jaunes. On s'est fait insulter. Il fallait voir dans la salle, imaginez le préfet qui vient se justifier devant des élus, le respect de la République. Ça a été l'hallali complète. Et là, j'ai compris qu'on était au début d'un long chemin qui allait s'avérer très, très, très long. Chaque jour dans la presse, j'avais des éléments nouveaux. Vous pensiez que vous en sortiez. Et paf, c'était les pompiers qui menacent de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. J'ai dit, tiens, bing, ça s'adresse directement à moi. J'ai passé des bonnes nuits. Après, c'était un collectif de femmes, de mamans allaitantes, qui avaient des bébés, qui avait constitué une association parce que, soi-disant, des taux d'hydrocarbures dans le lait maternel très élevés, plus les associations. Et chaque jour, j'en avais une de plus, une de plus, une de plus. Et vous dites, à un moment donné, comment on va se sortir de tout ça? Et la question qui me taraude encore aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Je dis, on aurait pu éviter certaines choses, oui, mais pas tout. C'est pour ça que je dis, maîtriser l'information, c'est non, pas possible. Ça part dans tous les sens. Même les journalistes ont joué leur propre carte. Ils étaient au COD, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire, ils avaient les consignes. Néanmoins, ils ont pris, on leur avait dit, dans les locaux des FR3 qui n'étaient pas loin de la préfecture, vous n'avez pas besoin d'évacuer, vous pouvez rester. Ils ont quand même évacué parce que, soi-disant, l'un d'entre eux avait des maux de tête et l'ont fait savoir à grand renfort d'articles dans la presse. Ça ne nous a pas forcément aidé non plus. Voilà le Lubrizol. Ça a été ça pendant 2 ans, des rapports, des expertises, contre-expertises. Alors ça m'a fallu quelques allers-retours à Paris, d'abord à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat. C'est là où on n'est pas préparé, vous arrivez à l'Assemblée nationale, il y a tous les élus de votre département, puis on vous dit, hey, on est entre nous, hein, à la bonne franquette, c'est juste filmé en direct. Il y a les journalistes dans la salle, il y a tous les élus de votre département, et puis tous vos collègues et vous écoutent dans les casernes. Allez-y, répondez aux questions. Grand moment de bonheur. Voilà. C'est pas la 5e fois que vous êtes dit pourquoi moi? Si, je me le suis dit un certain nombre de fois. Mais aujourd'hui, c'était l'incendie de Lubrizol, ça n'a pas été un incendie éteint par les pompiers. Ça a été une œuvre collective. S'il y avait eu que les pompiers, on ne l'aurait jamais éteint. J'ai oublié de vous le dire, on a agrégé toutes les forces vives. On a fait venir des remorqueurs, les remorqueurs de port, parce que vu les quantités d'incendie, les quantités d'eau nécessaires, on avait besoin de pompes importantes en matière de débit que les fourgons ne peuvent pas donner. Heureusement, on a 63 Céveso sur le département. La Seine-Maritime est le département le plus à risque industriel de France. Donc on est quand même équipé, on a des équipes aguerries. On a bénéficié du concours des sapeurs-pompiers privés
Lubrizol est en plein centre-ville, entouré d'autres Céveso qui ont eux-mêmes des sapeurs-pompiers avec des moyens importants, qui connaissent bien leur métier. Donc ça a été la convergence de toutes ces forces qui a permis de venir à bout de ce fichu sinistre qui a fait pratiquement 3 hectares dans l'entreprise. Donc voilà. Donc avec du recul, 2 ans, je me suis dit, on n'a finalement pas si mal travaillé que ça, mais ça a été quand même une épreuve de 2 ans pour tous les services, pas que pour moi. Vous auriez pu interviewer n'importe quel autre, un médecin ou autre. Je pense qu'on l'a vécu d'une certaine manière. Tout à l'heure, vous parlez d'une certaine forme de traumatisme. Oui, je pense que ça en a été un, mais bon, ça fait partie du job. On va dire ça comme ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vais vous donner un micro. Bonjour. Pour lever des doutes qu'on a pu lire dans la presse, visiblement il y a eu un retard assez important à l'appel des secours au départ. Est-ce que si l'appel des secours avait été fait tout de suite, vous seriez face à nous pour nous présenter cette catastrophe? Alors, ça s'est passé comment? Vous avez Lubrizol, qui est Rouen, c'est un méandre de la Seine. L'usine est rive gauche, sur un site portuaire industriel. Donc, je disais, Lubrizol est entouré d'autres sites Céveso. C'est la société voisine, Triadis, qui est voisine de Lubrizol, qui nous a alerté vers 3 h du matin pour nous dire, écoutez, on voit de la fumée, on voit une lueur du côté de Lubrizol, ça nous semble inquiétant, donc on vous prévient les pompiers. Donc le CTA, le centre de traitement de l'alerte, reçoit. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? On a appelé Lubrizol. On dit, Lubrizol, on a votre voisin qui nous alerte qu'a priori il se passe quelque chose chez vous. La personne de Lubrizol nous dit, on sait, on a un chef de car qui est parti voir. On a toujours le gars au téléphone. Le chef de car est parti voir et tout de suite, il nous informe qu'effectivement, il y a alors, je me méfie aussi parce qu'à un moment donné, j'avais dit ça aux journalistes, un départ de feu en Lubrizol. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce qu'après, dans le parti juridique, a dit mais le départ de feu, c'était Lubrizol. Non. On ne sait pas d'où c'est parti en fait. Mais quand on nous a appelés, on nous a dit qu'il y avait un départ de feu dans l'enceinte de Lubrizol. Ça ne veut pas dire que c'était l'origine du feu, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça que tout de suite, nous, on a appliqué les procédures, on a déclenché le plan d'établissement répertorié. Et quand le premier commandant des opérations de secours est arrivé, il n'a pas été déçu du voyage. Il faut voir un petit peu la panique que c'était. Il m'a dit, le premier officier, il y avait des grandes grilles, vous savez, qui entourent Lubrizol, avec un portail qui était parfaitement ouvert. Il a vu des ouvriers paniquer, mais je ne leur jette pas la pierre, essayer d'escalader les grilles qui font je ne sais pas combien de mètres de haut, alors qu'il suffisait d'aller juste à droite pour s'échapper, parce que justement, il y a le facteur humain, il y a la prise de panique, il y avait des fûts qui explosaient, il y avait cette vague d'hydrocarbures qui n'était pas contenue. On a été obligés, nous les pompiers, de refluer 3 fois. Le poste de commandement, il a bougé 3 fois, le poste exploitant. D'abord dans l'entreprise, au milieu, ensuite à la périphérie de l'entreprise, et à la fin, il s'est exporté dans une usine voisine, parce que la flaque non contenue, elle avançait, et ça a été une réelle difficulté. Une réelle difficulté. Et le jour du feu, le risque pour les pompiers, ce n'était pas un risque toxique, pas vrai, contrairement à ce qu'a dit la presse. Pourquoi? Et on le retrouve dans l'étude des dangers. Il y avait un tel phénomène de convection que finalement, au ras du sol, vous avez de l'air frais, toute la pollution était à 100 mètres. Le vrai risque pour les pompiers, c'était le lendemain ou le surlendemain. Quand le feu est éteint, vous aviez la fumée des décombres au ras du sol. C'est là où le risque est important. Et nous, c'est là où on s'est fait un peu surprendre. Je le dis bien humblement, on a tellement été pris, c'est tellement investi, un engagement physique pour la lutte contre l'incendie qu'on a un peu baissé la garde le lendemain. Là où il y avait ces fameuses fumées. Et c'est là où on s'est repris, parce qu'il a dit il ne faut plus qu'on traite les incendies comme on les traite de façon classique. Aujourd'hui, les incendies dans les usines chimiques, on les traite comme des opérations à caractère chimique, avec un zonage, avec un recensement des pompiers beaucoup plus fin qu'on le faisait avant, les heures d'entrée, les heures de sortie, avec des SAS, avec des équipes chimiques, des équipes médicales. Ça devient des opérations d'importance. On ne traite plus les incendies comme on les faisait avant. Juste pour information, on était au mois de septembre, en plein été. J'ai fait un feu en termes de fumée aussi important que Lubrizol. Vous en avez jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Et ce qui a brûlé à ce moment-là, c'était une usine de déchets de métaux, électroniques ou autres. Ce qu'il y avait dans les fumées, c'était beaucoup plus terrible que ce qu'il y avait dans Lubrizol. Tout le monde s'en est fichu. Pourquoi? Parce que ça partait plein ouette dans les champs.
Mais je peux vous dire que c'était pire, à mon sens, que Lubrizol. Mais c'était dans les champs. Vous voyez, la crise, la crise, elle n'arrive pas comme ça. Il y a un élément générateur. Lubrizol, c'est un feu complexe. C'est une intervention. Pour ça, d'ailleurs, c'était frustrant, parce que pour les journalistes, la plupart du temps, ouais, les pompiers sont là, ils éteignent. Toute la discussion portait sur les fumées d'incendie. Et à aucun moment, j'ai eu le plaisir, parce que j'avais envie de le faire, pour défendre ce que les gars et les filles avaient fait chez moi, pour parler de l'action. Ils ont déployé 15 km de tuyaux, 96 mètres cubes d'émulseurs. Enfin, on n'a jamais vu ça. C'est exceptionnel, c'est un feu qui est hors norme. On n'a pas pu en parler, valoriser l'action des pompiers. Tout le monde s'en foutait. Les pompiers, ouais, vous faites votre truc. Ça a été un élément de frustration aussi, ça, pour mes équipes. Voilà ce que je voulais vous dire. Et sinon, oui, j'aurais dit, le préfet, dans la relation DOS-COS, comment dans les opérations de secours, l'arrêté, c'est pas ça, c'est service menant, service concourant. Au départ, c'est bien normal, le sapeur-pompier, il est plutôt menant. Mais au fil du temps, de menant, le sapeur-pompier devient concourant, notamment quand on aborde les questions d'ordre sanitaire. Et le préfet, il avait été très clair au départ dans ses objectifs. Il m'a dit, pour pas qu'il y ait de fumée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le robinet, donc il faut éteindre le feu. Donc c'est clair, il m'avait dit, éteignez-moi ce feu le plus vite possible. Je ne veux pas de victimes chez les intervenants, comme dans la population. Si vous pouvez me sauver l'entreprise, faites-le, parce que derrière, il y a de l'emploi. Et je ne veux pas de pollution. Et je ne veux pas de panique. Donc on a noté tout ça, il a fallu que je travaille avec les équipes sur ces objectifs-là. Et au départ, c'est vrai que j'étais obligé, il y a eu un dilemme. On a mis tellement d'eau qu'à un moment donné, les cuves de rétention, vous savez, qui sont chargées à récupérer les polluants dans l'entreprise, étaient saturées. Donc on n'a pas attendu qu'elles saturent pour s'inquiéter du risque de pollution. Mais j'ai dit à monsieur le préfet, il n'y a pas 36 choses à faire. C'est soit vous déclenchez effectivement les moyens, il a fait le plan Polmar, soit si vous ne voulez pas de pollution, moi je diminue les débits d'eau. Mais à ce moment-là, ça va fumer encore longtemps. Et là, il était clair, le préfet. Il m'a dit, je vous l'ai dit, d'éteindre ce feu le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on maintient les débits d'eau. Et lui, derrière, c'est là où je vous parlais du troisième secteur qui a été ouvert des pollutions. Il a déclenché les moyens Polmar conséquents, justement pour contenir la pollution dans une darse. On a eu la chance, c'est que Lubrizol est à l'abord d'une darse. Une darse, c'est un bassin qui donne sur la Seine. Donc ce bassin, on a pu le fermer. Et en fait, c'est ce bassin qui a servi de rétention pour les polluants, qui a pu être dépollué facilement. On a mis un barrage au bout pour éviter que ça parte en Seine. Et ça a permis de limiter les conséquences de la pollution au niveau de la Seine et qu'il n'y a pas eu d'impact non plus sur l'eau potable. Rappelez-vous cette commune qui distribuait de l'eau potable alors qu'on avait dit de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux. On y revient. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc moi je suis dans la société Pro-Engin et on fait des détecteurs et moi ce qui m'intéressait c'est surtout l'aspect de l'analyse de la toxicité du nuage, enfin de la fumée. Et donc là le processus c'est que vous faites des détections directement ou là vous avez attendu le lendemain pour les fumées on va dire plus près du sol pour faire des détections avec les détecteurs? Les détections on les fait immédiatement. Dès qu'il y a un nuage de fumée on fait les détections. On fait les détections à hauteur d'homme, là où les gens habitent, avec nos détecteurs classiques, NO2, les oxydes d'azote, dioxyde de soufre, etc., H2S, des polluants classiques qu'on retrouve systématiquement dans les fumées d'incendie. Mais comme disaient certains journalistes à raison, on peut trouver aussi d'autres choses. Mais ça, on ne le mesure pas. Nous, ce qu'on mesure, c'est, je le disais, la toxicité aiguë. C'est-à-dire qu'on veut éviter que les fumées d'incendie tuent les gens ou leur donne des effets irréversibles sur les poumons, des effets respiratoires. Mais les gens, je vous disais que sont chez eux à l'abri, c'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent des informations sur le risque de toxicité chronique. Est-ce que le peu de fumée que j'ai inhalé peut me générer un cancer dans 15 ans? Ça, on n'est pas capable de répondre, clairement. Donc nous, on fait des mesures, et d'ailleurs, je dis bien, on fait des mesures détection, oui, non. On fait de la mesure, on ne fait pas de l'analyse. On a fait venir un véhicule spécifique de l'unité militaire de Nogent-le-Rotrou. Vous savez, la sécurité civile, il y a des unités militaires, il y a 1401 militaires des unités civiles, une à Nogent-le-Rotrou, avec un véhicule chimique qui est capable de faire de l'analyse, mais qui nous dit il y a tel type de produit où je confirme. Ça, c'était intéressant pour nous, parce qu'à un moment donné, Lubrizol nous a dit la liste de ses produits,
Et dans les fumées, on retrouvait à peu près la même chose avec le spectro de masse. Mais les analyses fines de détection se font en laboratoire. On a des conventions, nous, avec le réseau Atmo, ce qu'on appelle des canistères. Ce sont des sphères sous vide. Donc on va dans le nuage avec protection, on ouvre, on aspire l'air, on referme et on envoie le canistère à l'analyse. C'est là où je disais, les analyses ne sont pas arrivées dans les 3 heures après l'incendie. Ça part en laboratoire dans tous les coins de France et de Navarre, je ne sais où, et on n'a pas les relevés tout de suite. C'est pour ça, je vous disais, pour protéger les gens, on met en place un périmètre de sécurité pour ceux qui sont dans l'immédiat. Ceux qui sont plus loin, comme on sait qu'il n'y a pas de risque létal ou de risque irréversible, il n'y a pas de mesure particulière à prendre, si c'est leur dire restez chez vous. Justement, par rapport à ce problème de risque chronique. Tant que vous restez chez vous, ça laisse le temps aux intervenants d'avoir une vision un peu plus fine. Quand je dis aux intervenants, ce n'est pas que les pompiers, c'est aussi les services sanitaires, l'ARS. Et je disais jusqu'à présent, ces services-là avaient le temps de venir, ils venaient à la post-crise. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez un incendie, on vous demande des explications tout de suite. Et ça, Lubrizol l'a démontré, les services n'étaient pas forcément prêts à répondre à toutes ces questions. On s'est fait surprendre. Nous, on répondait à des questions de pompiers, ce qui nous intéresse finalement, le fond de notre commerce, mais les gens, ça ne les intéressait pas. Et je comprends aujourd'hui, c'est là où je dis on a alimenté nous-mêmes la polémique, le décalage entre le discours. Le journaliste qui me dit ouais, « Qu'est-ce que vous faites ?» J'explique, et je m'aperçois que le message que je passe n'est pas celui qui intéresse les gens. La personne qui est à 3 km de Lubrizol, qui voit les fumées, se fout pertinemment de ce que les pompiers font. Lui, les pompiers font leur boulot. Ils vont l'éteindre, ce feu, du moins je l'espère. Mais moi, ma fille, est-ce qu'elle peut aller à l'école demain? Est-ce que mon grand-père peut aller cultiver ses carottes? C'est des questions aussi basiques que ça. Et ça, dans les 3 premières heures du feu, du sinistre, on ne peut pas y répondre. Et c'est là-dessus qu'on est venu nous chercher. C'est pour ça que dans les équipes communication, il faut quasiment mettre en place les équipes communication en même temps que le premier fourgon sur le terrain. On en est là aujourd'hui. On en est là. On a la chance d'avoir, nous, là, en sécurité civile, les réseaux Visov, ceux qui font de la veille des réseaux sociaux et qui nous aident aussi nous donnent des axes de communication précis. Mais aujourd'hui, c'est missile contre missile. Vous voyez ce que je veux dire? Une information qui part sur les réseaux sociaux, vous devez contre-communiquer. Moi, avant, j'avais appris, la rumeur, on n'y attache pas d'importance. Ça, c'était avant. On ne peut plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec l'effet de viralité, la rumeur, elle monte, elle s'amplifie. Et au bout d'un moment, vous ne maîtrisez plus rien. Donc, il faut la tuer, enfin, pardonnez-moi l'expression, il faut la casser tout de suite. Et ça, il faut des gens qui savent faire, dont c'est le métier. Et aujourd'hui, vous avez bien vu, quand vous abordez un incendie comme Lubrizol, il y a une dimension opérationnelle, sociétale, politique, juridique, communication. Et vous avez bien évidemment, tout un chacun, pas la compétence dans tous les domaines. C'est aussi pour ça, tiens, je vais me permettre, j'égratigne aussi un peu, quand j'entends parler d'experts de la crise. Experts de la crise, ça veut dire quoi être expert de la crise? Non, participer à une crise, oui, mais être expert. On est expert dans tous les domaines. Parce que, comment Lubrizol, il y avait toutes ces dimensions-là, mais il y a quelque temps, on a eu un phénomène orange. Vous savez, les ruptures orange téléphoniques, il n'y avait plus de numéro d'appel au niveau français, c'était aussi une crise. Pourtant, ça n'a pas fait intervenir les services d'urgence sur le terrain. Donc les experts en communication de crise, oui, sur des segments précis, mais ceux qui se disent experts de la gestion de crise. Pour ça, ça n'engage que moi, ce que je vous dis là. Mais c'est pour ça qu'on te dit, gérer la crise, quelque part, c'est déjà une sorte d'aveu d'échec. C'est-à-dire qu'on est dedans. Notre objectif, sécurité civile, même si je suis le premier à dire je gère la crise, j'essaye du moins, c'est de l'éviter. Moi, je ne veux pas la gérer, la crise, je veux l'éviter. Donc ça veut dire un travail de planification en amont, la préparation, de la formation entre les différents acteurs, parce que c'est souvent ça aussi le drame des plans de secours. Il faut qu'on travaille au niveau national, vous avez des plans de secours, on vous donne les dispositions générales, et puis à la fin de chaque plan, vous avez les fiches par service. Les gendarmes font ça, les pompiers font ça, mais quand vous regardez bien, les gendarmes savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Les policiers aussi. Mais finalement, une équipe de gestion de crise, vous voyez, j'emploie le terme, c'est comme un orchestre. Chacun sa partition, mais ce qui importe, c'est l'harmonie de l'ensemble. C'est pas ce que chacun fait dans son coin.
Et aujourd'hui, c'est vrai que les plans de secours, on devrait les aborder de façon un peu plus interministérielle. Plutôt que de faire des compiles de fiches, c'est de faire des fiches thématiques. Par exemple, rien que sur la mise en place d'un périmètre. Un périmètre de sécurité. Lubrizol, c'était 500 mètres autour de l'entreprise. Il ne suffit pas de dire aux gendarmes, tiens, tu tiens le périmètre. Mais il y a plein de choses à voir. Ce qu'il y a dans le périmètre, l'analyse de la zone d'intervention. Pourquoi ? Parce que souvent, on oublie ça aussi un petit peu, la zone d'intervention, les gens qui y habitent. Mais nous, on a eu la problématique, les SDF, les gens des camps du voyage qui sont arrivés la veille, qui n'étaient pas prévus. Il faut prendre en compte tous ces éléments-là. C'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer en amont, plutôt que de gérer la crise, essayer de mettre tous les moyens pour l'éviter. Voilà. J'ai été un peu long, pardonnez-moi. Moi, je vous excuse pleinement parce que c'était passionnant. Donc, se préparer et éviter plutôt que gérer. Et puis dans la gestion, mais alors je vais me permettre parce que tout à l'heure vous avez demandé s'il y avait un journaliste, j'en suis un. Bon, et on s'en était ouvert quand on avait préparé cette intervention. C'est un constat un constat un peu amer sur ma profession ou sur certains représentants de ma profession qui posent une question sans se préoccuper de savoir si la personne à qui on la pose est légitime pour répondre. Et je me garderai bien de vous demander d'examiner mes dents, par exemple, même si j'ai vraiment envie de savoir l'état de mes dents. Merci beaucoup, Général. C'était un immense plaisir de vous accueillir et d'écouter ce récit bien plus large qu'une simple opération de pompier. Un grand merci. Merci à vous.